En 1946, alors que la Grande-Bretagne sortait de la guerre épuisée et soumise au rationnement, une ancienne base de la Royal Air Force, à l'ouest de Londres, ouvrit au trafic civil. La piste était une bande de béton militaire. Le terminal était une rangée de tentes de l'armée dressées sur la lande de Hounslow. Les passagers s'enregistraient debout sur des caillebotis posés sur la boue. Le site avait été choisi parce qu'il était plat, disponible et commodément proche de Londres. À l'époque, les planificateurs supposaient que l'aéroport accueillerait peut-être 60 000 passagers par an. Ils le construisirent en bordure de la ville, entouré de villages et de terres agricoles, avec de la place pour s'étendre. Les villages s'appelaient Harmondsworth, Sipson et Longford. Personne ne s'en souciait. L'avenir de l'aviation britannique était une affaire courtoise et maîtrisable. Depuis, Heathrow a accepté une vérité douloureuse. Les terrains alentours se sont remplis. Les villages sont restés. Les autoroutes sont arrivées. Et l'aéroport, encerclé de toutes parts par une ville qui a grandi autour de lui, ne peut physiquement pas s'étendre comme toutes les autres grandes plateformes de la planète l'ont fait. En 2025, Heathrow a accueilli 84,5 millions de passagers, son année la plus chargée de l'histoire. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Heathrow ne possède que 2 pistes. Paris-Charles de Gaulle en a 4. Francfort en a 4. Madrid en a 4. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam en a 6. Istanbul exploite un système simultané à triple piste. Il dispose de 2 pistes secondaires. Pourtant, Heathrow demeure la principale plateforme d'Europe, a généré 3,6 milliards de livres sterling de revenus et a soutenu 200 milliards de livres sterling d'échanges commerciaux annuels au Royaume-Uni en 2025. Alors, comment 2 pistes peuvent-elles porter le poids de toute la connectivité mondiale de la Grande-Bretagne? Et pourquoi personne ne parvient-il à y remédier? Pour comprendre pourquoi Heathrow est piégé, nous devons d'abord comprendre pourquoi cet aéroport est devenu indispensable. Heathrow n'est pas seulement un aéroport londonien, c'est la principale plateforme de correspondance long courrier du Royaume-Uni. C'est le port d'attache de British Airways. Il soutient Virgin Atlantic. Il ancre les liaisons de dizaines de compagnies aériennes étrangères s'étendant vers l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Pour de nombreux voyageurs internationaux, Heathrow est l'aéroport qui représente la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni peut avoir de nombreux aéroports. Il n'a qu'un seul Heathrow. Heathrow n'est pas seulement le point de départ des vols britanniques. C'est par là qu'une grande partie du monde atteint la Grande-Bretagne. Les chiffres expliquent pourquoi. En 2025, Heathrow a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de livres sterling. Il a transporté 84,5 millions de passagers. Le 1er août de cette année-là, il a accueilli plus de 270 000 passagers en une seule journée. 9 mois sur 12 ont établi de nouveaux records. Mais le moteur caché, c'est le fret. Heathrow est le plus grand port du Royaume-Uni en valeur. Produits pharmaceutiques, électroniques, denrées périssables, modes et marchandises essentielles aux entreprises transitent par les soutes des avions long courriers de passagers. Heathrow ne transporte pas seulement des personnes. Il transporte les marchandises qui justifient les vols. C'est pourquoi les compagnies aériennes se battent pour y obtenir des créneaux. C'est pourquoi les gouvernements le considèrent comme un actif économique national. Et c'est pourquoi le paradoxe central de l'aviation britannique s'est durci au fil des décennies pour devenir quelque chose de quasi permanent. Heathrow est trop important pour être ignoré, trop saturé pour croître facilement, trop précieux pour qu'on s'en éloigne, et trop controversé politiquement pour être agrandi. Heathrow n'est pas saturé parce que Londres est immense. Il est saturé parce que l'accès y est rare. Les compagnies aériennes ne peuvent pas se contenter d'ajouter des vols. L'aéroport est plein. Une paire de créneaux à Heathrow peut valoir des dizaines de millions de dollars. À Heathrow, la rareté, c'est le statu quo. Cela confère à Heathrow un pouvoir de fixation des prix considérable. C'est pourquoi les transporteurs privilégient Heathrow plutôt que Gatwick, Stansted, Luton, City ou Southend pour les vols long courriers haut de gamme. British Airways contrôle environ 79% des créneaux de l'aéroport. Cette domination repose sur la rareté. Lorsqu'un aéroport est plein, le passé possède l'avenir. Mais la rareté a un coût. Les nouvelles liaisons en provenance des marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine peinent de plus en plus à trouver de la place. Les aéroports régionaux du Royaume-Uni perdent leur correspondance d'apport à mesure que les compagnies aériennes privilégient les vols internationaux à plus forte rentabilité.
la concurrence se réduit. Les tarifs restent élevés et la résilience de l'aéroport face aux perturbations tend vers zéro. Les deux pistes de Heathrow comptent parmi les surfaces bitumées les plus intensivement utilisées de la planète. Le plafond légal de 480 000 mouvements de transport aérien par an est lié aux conditions d'aménagement imposées lors de l'approbation du terminal 5. L'aéroport fonctionne désormais à environ 99% de ce plafond. Ce chiffre est choquant lorsqu'on le compare à celui de ses homologues mondiaux. L'aéroport international de Dubaï, qui a accueilli 95,2 millions de passagers en 2025, possède également deux pistes. L'aéroport d'Istanbul, qui a traité 84,4 millions de passagers en 2025, soit environ 40 000 de moins que Heathrow, dispose de 5 pistes. Heathrow ne bénéficie d'aucune marge de manœuvre. L'horaire est complet avant même le début de la journée. Lorsqu'un problème survient, il n'y a presque aucune réserve. Heathrow n'a pas un problème de capacité parce qu'il manque de succès. Il a un problème de capacité parce qu'il connaît trop de succès pour seulement 2 pistes. La fragilité de ce système a été révélée dans la nuit du 20 mars 2025. À 23h23, un incendie s'est déclaré à la sous-station électrique de North Hyde, à 5 km de l'aéroport. Une traversée haute tension d'un transformateur a cédé, enflammant l'huile minérale de refroidissement. L'incendie a privé Heathrow d'électricité pendant près de 24 heures. Les terminaux se sont retrouvés dans le noir. Les systèmes de gestion des bagages sont tombés en panne. L'aéroport a déclaré une situation d'urgence majeure. Plus de 1300 vols ont été annulés ou déroutés et près de 300 000 passagers ont été touchés dans le monde entier. Les compagnies aériennes ont absorbé des coûts estimés entre 80 et 100 millions de livres sterling. Un aéroport normal, frappé par une panne, utilise des créneaux de pistes disponibles pour résorber l'arriéré. Heathrow ne dispose d'aucun créneau disponible. L'arriéré se propage en cascade pendant des jours. Heathrow peut gagner en efficacité, mais il ne peut pas atteindre une troisième piste à coup d'astuces d'optimisation. L'aéroport a augmenté le nombre de passagers sans ajouter de vols en déployant des appareils plus grands et en faisant transiter davantage de monde par chaque terminal. Heathrow se développe en faisant passer plus de personnes par le même trou de serrure que constitue sa piste. Mais cette voie a ses limites. On peut mettre plus de passagers sur chaque vol. On ne peut pas augmenter indéfiniment les mouvements lorsqu'on a déjà atteint le plafond légal, et ce plafond légal existe pour protéger les communautés qui vivent sous le couloir aérien. Plus de vols signifie plus de bruit. Plus de vols signifie plus de pression sur les routes et les chemins de fer. Plus de vols signifie plus d'émissions et de préoccupations relatives à la qualité de l'air dans l'une des régions urbaines les plus polluées d'Europe. Heathrow peut optimiser ses horaires. Il ne peut pas faire disparaître Londres par l'optimisation. La troisième piste fait l'objet de débats depuis des décennies. Proposée, reportée, contestée devant les tribunaux, relancée par un gouvernement, annulée par un autre, remaniée, réévaluée et rejetée à nouveau. Le débat porte sur la capacité aéroportuaire, la politique climatique, le bruit, la qualité de l'air, les habitations locales, la croissance nationale, les coûts des compagnies aériennes, les infrastructures routières et ferroviaires et la politique pure et dure. Tout gouvernement veut la croissance économique. Tout gouvernement veut aussi éviter d'être tenu pour responsable des dommages environnementaux, des villages rasés au bulldozer et de l'augmentation des redevances passagers. La troisième piste n'est pas seulement un projet aéroportuaire. C'est tout le dysfonctionnement des infrastructures britanniques sous forme de pistes d'atterrissage. En 2025, Heathrow a soumis sa proposition la plus ambitieuse à ce jour. La facture totale de l'expansion s'élevait à environ 49 milliards de livres sterling. Cela se décompose en environ 21 milliards de livres pour la troisième piste elle-même, 12 milliards de livres pour un nouveau terminal et 15 milliards de livres pour moderniser les infrastructures existantes. Le plan pourrait permettre à la capacité passager de passer de 84 millions à 150 millions. Heathrow prévoit que le projet ajouterait 0,43% au PIB du Royaume-Uni d'ici 2050 et créerait jusqu'à 40 000 emplois permanents. Une troisième piste ressemble à une seule infrastructure. À Heathrow, cela signifie reconstruire la moitié de la machine. Pour construire une piste de 3500 mètres sur le terrain disponible, le plan directeur d'Heathrow nécessite de dévier la M25,
L'autoroute périphérique de Londres est l'une des routes les plus fréquentées d'Europe, de 130 mètres vers l'ouest et d'en placer une section dans un nouveau tunnel entre les jonctions 14 et 15. Dans la plupart des aéroports, une piste traverse de l'herbe. À Heathrow, elle entre en collision avec la M25. La complexité technique est stupéfiante. Le risque de dépassement des coûts est énorme. Le potentiel de perturbation paralysante du trafic national pendant les travaux est réel. Et le problème de la M25 n'est qu'une pièce d'un projet qui nécessite également de déplacer des rivières, de démolir des villages, de reconstruire des échangeurs routiers et de reconfigurer des complexes de terminaux entiers autour d'une géométrie aéroportuaire fondamentalement nouvelle. C'est pourquoi la piste n'est pas seulement une question d'aviation. C'est une question d'infrastructure nationale. Heathrow affirme que l'expansion peut être financée par des fonds privés. Aucun chèque direct du contribuable. Mais un financement privé ne signifie pas gratuit. Heathrow opère selon un modèle de base d'actifs régulés, Regulated Asset Base. L'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni fixe les redevances maximales que Heathrow peut imposer aux compagnies aériennes, en fonction de ses dépenses d'infrastructure et de ses prévisions de fréquentation. Tout nouvel investissement finit par se répercuter sur les redevances d'atterrissage, qui se répercutent quant à leur tour sur le prix des billets. Les compagnies aériennes comprennent parfaitement cela. Elles veulent davantage de capacité. Elles ne veulent pas nécessairement payer pour cela. Tout le monde veut plus de Heathrow. Personne ne veut la facture. IAG, la société mère de British Airways, a exigé que le coût total soit plafonné à 30 milliards de livres sterling, et non à 49 milliards. Le PDG Luis Gallego s'est fait un critique virulent du budget. Cornel Koster de Virgin Atlantic a réclamé des alternatives moins coûteuses. Début 2026, la CAA a rejeté la proposition de Heathrow d'augmenter de 17% les redevances moyennes d'atterrissage par passager pour les porter à 33,26 livres, limitant la hausse à seulement 1%, soit 28,80 livres. Célina Chada, directrice de la CAA, a présenté cette décision comme une protection des consommateurs tout en permettant l'investissement. Dans la pratique, elle a signalé que le régulateur ne se contentera pas d'approuver sans réserve les plans de dépenses de Heathrow. En mai 2026, la CAA est allée plus loin, en explorant des règles qui permettraient à des tiers de construire et d'exploiter certaines parties de la future infrastructure de Heathrow. Cette option tierce porte déjà un nom. Le groupe Aurora, dirigé par l'hôtelier Surinder Arora, a soumis un projet alternatif baptisé Heathrow West. Évalué entre 19,5 et 25 milliards de livres sterling, le plan Aurora propose une piste plus courte de 2800 mètres qui évite de creuser un tunnel sous la M25, accompagné d'un terminal 6 modulaire. La CAA a autorisé Aurora à récupérer 4,3 millions de livres de frais de planification initiaux. Heathrow lui-même a été autorisé à récupérer jusqu'à 320 millions de livres. Pour la première fois depuis des décennies, le monopole de Heathrow sur sa propre expansion est sérieusement remis en cause. Pour les habitants vivant hors de Londres, l'agrandissement de Heathrow ressemble à une croissance nationale. Pour ceux qui vivent sous le couloir aérien, cela ressemble à un avion de plus chaque minute. La troisième piste nécessite l'effacement physique de communautés entières. Selon la proposition principale, jusqu'à 950 propriétés résidentielles font face à une expropriation forcée et à une démolition. Heathrow a proposé une indemnisation à hauteur de 125% de la valeur marchande non dépréciée, plus les droits de mutation et les frais juridiques liés au relogement. Pour certains résidents, c'est significatif. Pour d'autres, aucun chèque ne saurait remplacer une communauté. Pour la Grande-Bretagne, l'agrandissement de Heathrow est une stratégie de croissance. Pour certaines communautés locales, c'est le bruit d'un avion de plus chaque minute. Il existe un obstacle supplémentaire que les décennies précédentes n'ont pas rencontré. Le Royaume-Uni a des engagements climatiques juridiquement contraignants, notamment l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Les émissions de l'aviation sont difficiles à réduire. Le carburant d'aviation durable y contribue. L'efficacité des avions s'améliore. La tarification du carbone se durcit. Mais davantage de vols signifie toujours davantage d'émissions. Les opposants soutiennent que l'expansion de la plus importante source unique d'émissions de carbone du Royaume-Uni ne peut être conciliée avec la loi climatique nationale. La troisième piste d'Heathrow est proposée dans un monde qui ne considère plus la croissance du trafic aérien comme automatiquement bénéfique. L'argument le plus fréquemment opposé est que Londres compte 6 aéroports et que le trafic devrait tout simplement se répartir.
L'argument semble raisonnable. Il méconnaît le fonctionnement des plateformes de correspondance. Gatwick est performant sur les vols loisirs, court courrier et certains vols long courrier point à point. Stansted et Luton sont fortement orientés vers le low cost. London City est limité par sa piste et dessert la clientèle d'affaires depuis le centre financier. Southend est bien plus petit. Aucun d'entre eux ne dispose du réseau de correspondance de Heathrow, de ses flux de fret ou de sa base long courrier haut de gamme. Londres compte 6 aéroports, mais un seul d'entre eux est Heathrow. Une plateforme de correspondance fonctionne parce que les vols se connectent. Les passagers long courrier alimentent les vols court courrier. Les vols court courrier alimentent les routes long courrier. Les routes long courrier marginales ne survivent que grâce aux passagers en correspondance rassemblés à travers l'Europe et le Royaume-Uni. On ne peut pas disperser une plateforme de correspondance entre 6 aéroports et s'attendre à ce qu'elle se comporte comme un seul aéroport. Gatwick peut offrir à Londres davantage de vols. Il ne peut pas offrir à Heathrow davantage de correspondance. Certains soutiennent que la Grande-Bretagne devrait construire un nouveau méga-aéroport ailleurs, peut-être dans l'estuaire de la Tamise. L'idée ressurgit toutes les décennies. Elle ne survit jamais au contact de la réalité. Heathrow dispose déjà de terminaux, de liaisons ferroviaires, de la ligne Elizabeth, d'infrastructures de fret, de bases aériennes, d'installations de maintenance, d'hôtels, de bureaux et d'une main-d'œuvre de dizaines de milliers de personnes. L'ensemble du réseau long courrier de British Airways est construit autour de Heathrow. Les compagnies aériennes détiennent des portefeuilles de créneaux horaires évalués à plusieurs milliards. Déplacer le principal hub du Royaume-Uni constituerait un méga-projet national plus vaste que l'agrandissement lui-même. Heathrow est trop contraint pour croître facilement, mais trop ancré pour être remplacé. Malgré tout, le vent politique a tourné. En janvier 2025, la chancelière Rachel Reeves a confirmé le soutien du gouvernement à l'expansion comme catalyseur de la croissance britannique. La ministre des Transports, Heidi Alexander, a invité à soumettre des propositions pour une piste opérationnelle d'ici 2035. Heathrow a engagé des fonds pour élaborer la demande d'urbanisme. L'objectif est d'obtenir une Development Consent Order, l'autorisation légale requise pour les infrastructures d'importance nationale d'ici 2029. Les premiers vols depuis une troisième piste sont prévus aux alentours de 2035. L'argument économique demeure puissant. Les partisans soutiennent que l'expansion augmenterait la capacité, améliorerait la résilience, ajouterait des liaisons, soutiendrait le commerce et renforcerait la position mondiale du Royaume-Uni. La troisième piste revient sans cesse parce que le problème de fond n'a jamais disparu. Mais les obstacles demeurent énormes. L'approbation de l'urbanisme, les recours juridictionnels, les études environnementales, la politique climatique, la conformité en matière de qualité de l'air, l'opposition locale, les litiges de financement, les batailles sur les redevances aéroportuaires, le tunnel de la M25, des années de perturbations liées aux travaux. Même approuvée en 2029, la livraison ne se ferait pas avant le milieu des années 2030. Les coûts pourraient s'envoler, les plans pourraient être contestés, les gouvernements pourraient changer. La troisième piste de Heathrow est toujours assez proche pour sembler possible et assez compliquée pour rester irréelle. Si Heathrow demeure un aéroport à 2 pistes, les conséquences sont claires. Les créneaux restent rares, l'accès des compagnies aériennes reste limité, les tarifs restent élevés. La domination de British Airways reste protégée par cette rareté même dont elle bénéficie. Les plateformes rivales en Europe absorbent le trafic que Londres ne peut accueillir. Les aéroports régionaux du Royaume-Uni peinent à maintenir des liaisons intérieures vers la plateforme, les compagnies aériennes privilégiant les routes internationales à plus forte rentabilité. Heathrow continuera de prospérer. Il deviendra simplement plus haut de gamme, plus coûteux et plus exclusif. Un Heathrow figé ne devient pas pour autant insignifiant. Il devient plus élitiste. Heathrow est dans l'impasse parce que chaque solution engendre un problème différent. Agrandissez l'aéroport et vous gagnez en capacité, mais vous devez accepter le bruit, les émissions, le coût et la démolition de villages. Refusez l'expansion et vous préservez les communautés, mais limitez la principale porte d'entrée mondiale du Royaume-Uni. Construisez ailleurs et vous vous heurtez à des perturbations et à la tâche impossible de déplacer tout un écosystème aéronautique. Utilisez d'autres aéroports londoniens et vous ajoutez des vols, mais pas la connectivité de plateforme qui fait de Heathrow ce qu'il est.
En 1946, les urbanistes ont planté des tentes sur la lande de Hounslow et ont construit une piste parce qu'il y avait un espace vide et un pays désespérément en quête de connexion mondiale. L'aéroport s'est développé parce qu'il le fallait. 8 décennies plus tard, Heathrow représente l'exact opposé de ce moment fondateur. Non pas un terrain vide, mais une ville saturée. Non pas un besoin désespéré de n'importe quelle connexion, mais une dépendance sophistiquée aux connexions spécifiques que seul cet aéroport offre. Non pas un avenir à bâtir, mais un présent qui ne peut être défait. Lorsque ces premiers passagers embarqueront théoriquement sur un vol au départ d'une 3e piste quelque part dans les années 2030, ils achèveront un débat qu'il aura fallu presque un siècle pour résoudre. 2 pistes, une facture de 49 milliards de livres sterling, une autoroute qui doit être enterrée dans un tunnel, des maisons qui doivent être démolies et la vérité embarrassante selon laquelle l'aéroport le plus important de Grande-Bretagne est aussi le plus difficile à transformer. L'aéroport le plus important de Grande-Bretagne n'est pas en train d'échouer. Il est prisonnier de sa propre importance. La question n'est pas de savoir si Heathrow a besoin d'une 3e piste. C'est de savoir si le reste du pays prête vraiment attention à ce qu'il se passera s'il n'en obtient jamais une.